citoyens de l'Alliance des États du Sahel, l'AES a bien plus que jamais besoin de votre engagement pour remporter la victoire contre le terrorisme et gagner le combat de la liberté et de la souveraineté. Soyons les maîtres de notre destinée, les artisans de notre libération et de notre développement. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous bâtirons dans notre espace commun un avenir de paix et de sécurité pour toutes les Sahéliennes et Sahéliens. La Confédération des États du Sahel a besoin de vous sur les chantiers de la refondation de nos États et les défis de notre peuple et de notre continent. Unis et solidaires dans la fraternité avec les patriotes panafricains et l'ensemble des peuples épris de paix et de liberté, nous serons à la hauteur de notre ambition commune. L'AES, un espace, un peuple, un destin. Il y a ceux qu'on voit et ceux qui veillent dans le silence, ceux qui avancent quand tout recule, ceux qui dressent quand le vent souffle contre nous. Ce sont nos forces de défense et de sécurité. Dans le sable, dans la poussière, dans les confins oubliés du pays, ils avancent sans plainte, sans repos pour nous. Ils protègent, ils préviennent, ils se battent, non pour la gloire, mais pour la paix. Chaque jour, ils écrivent dans l'ombre l'histoire d'un Niger fort, un Niger digne, un Niger invincible. Mais les armes ne sont pas leur seule force. Le cœur bat aussi sous le treillis. Et ce cœur-là donne, aime, soulage. Là où la guerre a semé la peur, ils apportent un grand regard humain. Là où tout semblait perdu, ils viennent reconstruire le lien. Ce sont des soldats, oui, mais ce sont aussi des frères, des pères, des bâtisseurs. Ils forment et assistent nos populations dans différents métiers porteurs d'espoir, parce qu'ils savent qu'un peuple qui travaille, qui apprend, qui produit, est un peuple qui ne cède pas. Voilà nos forces, pas seulement des défenseurs, mais aussi des porteurs de lumière. Chaque mission, chaque geste, chaque sacrifice est une promesse de paix, une promesse d'avenir. Nos forces sont l'écho de notre courage collectif. Elles ne portent pas seulement les armes, elles portent l'espoir. Et tant qu'elles marcheront, le Niger ne tombera jamais. Les méthodes de recrutement des terroristes varient selon les groupes, mais plusieurs stratégies communes émergent et s'articulent autour de 5 points. 1. Manipulation idéologique. Les recruteurs exploitent des croyances religieuses ou politiques présentant des narrations qui justifient la violence. 2. Utilisation des réseaux sociaux. Les plateformes en ligne sont utilisées pour diffuser des contenus extrémistes pour établir des contacts avec des individus vulnérables. 3. Ciblage des communautés soi-disant marginalisées. Les groupes peuvent se concentrer sur des personnes ressentant une présumée aliénation ou une frustration leur permettant de développer un sens d'appartenance et une identité en lien avec leur communauté. Au Niger, aucune communauté n'est discriminée. 4. Utilisation des relations personnelles. Les recruteurs se servent des relations familiales, amicales ou communautaires pour faciliter le processus de recrutement. Enfin, 5. Formation et endoctrinement. Les groupes offrent des formations qui incluent des sessions d'endoctrinement pour renforcer leur idéologie et préparer les recrues à des actions violentes. Chers concitoyens, si vous êtes en face de quelqu'un dont le raisonnement est construit autour de ces 5 points, sachez que vous êtes sur le point de basculer de l'autre côté, celui des terroristes.
Le Niger que nous chérissons n'a pas besoin de ça. Né vers 1870 à Dankamsa, Moussa Medamargou est l'un des grands résistants à la pénétration coloniale française au Niger, avec notamment Saraounia Mangou, la reine des Azna, et Amadou Kourandaga, le sultan du Damagaram. Il appartient au groupe Touareg et Mouzourag, implanté dès le XVIIIe siècle au Damergou, où il crée un État solide dans la seconde moitié du XIXe siècle. Moussa Ag Amma, de son vrai nom, accède au pouvoir dans la dernière décennie du XIXe siècle, à un moment où les puissances impérialistes européennes entament la conquête du continent africain. Face à la menace coloniale française, Moussa Medamargou s'illustre par son intransigeance vis-à-vis de l'envahisseur. C'est ainsi qu'il refuse d'aller à la rencontre de la mission Fouro-Lamy de passage sur son territoire en novembre 1899. Puis, le 19 juillet 1900, les Français envoient une colonne de tirailleurs commandée par le sergent Boutel pour le soumettre par la force. Moussa et ses hommes, dont les célèbres archers Haoussa et Dagra, livrent alors un combat héroïque de corps à corps qui surprend l'ennemi. Celui-ci va reculer en effet à plusieurs reprises. Cependant, l'avantage des armes permet à Boutel de venir à bout de Moussa Medamargou, qui tombe avec gloire et honneur, ainsi que plusieurs de ses meilleurs combattants. Sa capitale Talmari est saccagée et incendiée, mais les rescapés du massacre poursuivent la résistance sous la conduite de son frère Danda et son neveu Hanjar. Le premier est arrêté et déporté à Dabou en Côte d'Ivoire et le second préfère s'exiler dans le bassin du lac Tchad. La mort de Moussa Medamargou sur le champ de bataille témoigne de son engagement patriotique à défendre son territoire et à préserver son indépendance. Depuis 1731, Zender a connu 24 règnes de sultans. Du premier sultan Malam Younous, qui régna de 1731 à 1746, à l'actuel Aboubakar Oumarou Sanda, de retour sur le trône depuis 2011, après y être resté de 1978 à 2000, nous retiendrons parmi les sultans les plus récents Barama Mustafa, 1923-1950, Oumarou Sanda, 1950-1978, et de 1893 à 1899, Amadou Dantanimoun Kourandaga. C'est lui qui résista contre le colon français. Et c'est sous son règne que le tristement célèbre capitaine Kazo Majou fut tué.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Très ravi de vous retrouver pour ce journal dont voici les différentes articulations. Le système de santé de la région de Maradi se renforce avec un important lot d'équipements et de matériels médicaux, un appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF qui a été réceptionné par le ministre en charge de la santé en mission dans la dite région. Les détails à suivre dès le début de ce journal. Et puis le complexe d'enseignement secondaire Gawé 2 et des écoles Gawé 2 et 3 de Niamey ont reçu la visite ce matin de la ministre en charge de l'éducation nationale. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école. On en parle dans un instant. L'application Kuiper conçue par des jeunes Nigériens a été lancée ce matin à Niamey par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. Une application qui simplifierait le quotidien des populations avec de nombreux avantages et facilités. Les échos à suivre dans un instant. Soyez les bienvenus dans cette édition. Je l'annonçais en titre, le système de santé de la région de Maradi se renforce. Il vient de bénéficier d'un important lot d'équipements et de matériels médicaux. Cet appui du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF a été réceptionné hier par le ministre de la Santé et de l'Hygiène public, le médecin colonel-major Garba Hakimi en mission dans la région. Le point avec Gunga Gibrima et Nasson Kakali. Cette cérémonie placée sous le haut patronage du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, médecin colonel-major Garba Hakimi, en présence du gouverneur de la région de Maradi, des cadres du ministère de la Santé, des secrétaires généraux de la région, de l'administrateur délégué de la ville de Maradi, des cadres régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité, consacre la réception des matériels logistiques composés notamment des 167 motos, 30 réfrigérateurs solaires avec kits et pièces de recharge, un groupe électrogène, des 40 kVA pour le district sanitaire Ville Maradi et un important lot de consommables et équipements transfusionnels ainsi que des médicaments, matériels et intrants nutritionnels. Le tout pour une valeur de 793 376 914 francs. Un don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF qui, à travers la représentante pays, Madame Djanabou Mahonde, a souligné l'importance de cet appui qui vise à renforcer le système de santé dans la région de Maradi. Les équipements et produits objets de cette cérémonie constituent un soutien stratégique pour renforcer le système de santé dans la région de Maradi. Ils illustrent notre engagement collectif à contribuer à un système de santé plus résilient, plus équitable et plus accessible. Un système qui protège les plus vulnérables et donne à chaque enfant la possibilité de vivre et de grandir en bonne santé. Il vient donc compléter les efforts déjà déployés par le gouvernement et ses partenaires, notamment les agences du système des Nations Unies ici présentes, pour la résilience des structures de santé dans les zones les plus vulnérables. Ce don est rendu possible grâce à notre fonds propre au niveau de l'UNICEF et au soutien de nos partenaires que nous tenons à remercier, notamment la coopération allemande et Gavi Alliance. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, médecin colonel Garba Hakimi, a, au nom des plus hautes autorités de notre pays, remercié l'UNICEF pour son engagement constant à accompagner le Niger pour le renforcement de son système de santé. L'UNICEF vient à travers cette donation d'apporter la preuve de son implication dans la mise en œuvre de l'une des stratégies de notre plan de développement sanitaire et social qui consiste à mettre à la disposition des populations des médicaments de qualité. Ce geste démontre à suffisance que vous portez avec notre pays les objectifs poursuivis d'amélioration de la santé des populations. Je voudrais donc, au nom du gouvernement de la République du Niger et au mien propre, vous remercier pour cette œuvre de grande générosité à l'égard de notre pays. Le ministre de la Santé, accompagné du gouverneur de la région et sa délégation, ont visité les matériels offerts. À cette occasion, le médecin colonel-major Garba Hakimi a remis officiellement les clés de 3 véhicules Land Cruiser 4x4, dont une fourgonnette pour la conservation des vaccins et 2 véhicules pour la supervision.
Et puis dans le cadre de l'initiative Une semaine, une école pour la première édition 2025-2026, la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues était ce matin au niveau du complexe d'enseignement secondaire CES Gawé 2 et des écoles Gawé 2 et 3 à Niamey. Une visite de terrain qui traduit l'engagement ferme des plus hautes autorités à replacer l'éducation au cœur des priorités nationales. Récit signé Issa Ousmane Mohamed et Abdraman Jean. 7h45, une matinée ordinaire pour certains, mais un moment symbolique pour d'autres. Dans la cour de complexe d'enseignement secondaire Gawé 2, les visages sont concentrés, les regards tournés vers l'entrée principale. C'est ici, dans cet établissement de l'arrondissement communal Niamey-5, que la ministre en charge de l'éducation nationale a choisi de lancer la toute première édition de l'initiative Une semaine, une école pour l'année scolaire 2025-2026. Accueilli par les responsables du CSC Gawé 2, un établissement de 1468 élèves, dont 854 filles. La ministre, Dr Elisabeth Chérif, a assisté à la montée des couleurs. L'hymne national, suivi de celui de l'Alliance des États du Sahel, AIS, résonne fort dans la cour, porté par les voix claires des élèves, un moment solennel empreint de patriotisme et d'unité. Prenant la parole, le proviseur Moussa Ataou Salifou plante le décor entre fierté et responsabilité. Il revient sur les résultats obtenus l'année passée et les efforts constants de toute la communauté éducative. Un message salué avec chaleur par la ministre qui félicite les enseignants pour leur dévouement et rappelle l'importance de ces métiers nobles, piliers de toute société qui se veut forte. Ce n'est pas un hasard si nous sommes ici aujourd'hui, déclare-t-elle avec conviction. C'est la preuve que le mérite et l'engagement trouvent toujours reconnaissance. Puis de salle en salle, de la 6e à la terminale, la ministre échange avec les élèves, s'imprègne de leurs réalités et de leurs attentes. Moment fort de cette visite, l'attention particulière portée aux vendeuses de nourriture dans l'enceinte de l'établissement. Loin d'être un détail, l'hygiène alimentaire est au cœur des préoccupations du ministère. Bien nourrir nos enfants, c'est aussi leur offrir de meilleures conditions d'apprentissage, martèle-t-elle. Deuxième étape, l'école primaire Gawé 3, où 698 enfants, dont 394 filles, suivent assidûment les cours. La ministre y est reçue par la directrice, Madame Issoufou Hayara. Ici aussi, le contact est direct, chaleureux, maternel, notamment avec les tout-petits de la CI bilingue et générale. Un moment attendrissant qui souligne l'importance d'un encadrement dès les premières années. Mais la surprise est ailleurs, une salle digitale déjà opérationnelle et dédiée à la commune 5. La ministre y découvre des enfants en plein exercice numérique, un symbole fort de la modernisation en marche du système éducatif nigérien, salué avec fierté. Une semaine, une école n'est pas une simple tournée ministérielle, c'est une manière de redonner à l'école nigérienne ses lettres de noblesse. Et parce que chaque lundi compte, chaque levée de couleur devient un acte citoyen, un instant de communion républicaine, un rituel hebdomadaire à forte portée symbolique, soutenu par la radio et télévision du Niger, RTN, qui accompagne cette dynamique. Avec cette initiative, c'est toute une nation qui fait le pari de l'avenir. Et cet avenir commence ici, dans une salle de classe, dans une école, à Gawé comme partout ailleurs. Merci à toi Issa Ousmane Mohamed pour ce reportage. Et puis le ministère de l'Énergie a abrité cet après-midi une cérémonie marquant le lancement officiel d'une session de formation à l'intention de ses agents portant sur le Code des investissements du Niger. Objectif, renforcer les capacités des cadres du ministère afin de favoriser une meilleure compréhension et une appropriation efficace de cet outil juridique stratégique pour le développement du secteur énergétique national. Le compte rendu signé Rahama Ousmane Tinaou et Hamid Abdoulaye. Cette rencontre a pour objectif de renforcer les capacités des agents du ministère de l'Énergie sur les dispositions du Code des investissements du Niger, afin de leur permettre de mieux comprendre le cadre juridique applicable aux projets d'investissement dans le secteur énergétique, d'en faciliter l'application et de contribuer à attirer davantage de partenaires techniques et financiers dans ce domaine stratégique pour le développement du pays. L'investissement, qu'il soit national ou étranger, est le moteur essentiel de toute croissance économique durable. C'est la pierre angulaire de notre vision pour un Niger prospère et émergent.
notre code des investissements mis en place pour attirer et protéger les investisseurs constitue à cet égard un document de référence capital. Cependant, un texte de loi, aussi bon soit-il, ne peut produire ses pleins effets que s'il est parfaitement compris et appliqué par tous les acteurs concernés. C'est précisément l'objectif de cette formation, combler le fossé entre la théorie et la pratique et faire de vous les ambassadeurs d'un environnement d'investissement dynamique et sécurisé. Cette formation s'inscrit dans la continuité des réformes engagées par le gouvernement pour améliorer le climat des affaires du Niger. Nous sommes déterminés à simplifier les procédures, à combattre la corruption et à garantir la sécurité juridique aux investisseurs qui font confiance en notre pays. Votre expertise sera un maillon essentiel dans cette chaîne de confiance. La cérémonie a pris fin par une projection explicative sur le contenu du Code des investissements, mettant en lumière son importance dans la dynamisation du secteur énergétique. Par ailleurs, en prélude à la journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie, célébrée chaque 25 octobre de l'année, la ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a lancé hier les activités de sensibilisation dans le cadre de la dite journée. Le point avec Pascal Sissou-Goutier et Abdraman Amadou. Quand un enfant naît avec le spina bifida ou l'hydrocéphalie, c'est toute une famille qui bascule. C'est par ces mots forts que s'est ouvert ce 19 octobre 2025 une grande séance de sensibilisation initiée en prélude de la journée mondiale du spina bifida et de l'hydrocéphalie célébrée chaque 25 octobre de l'année et ce depuis 2011. Le directeur médical représentant le directeur général de l'Union nationale de Niamey en première ligne face à ces cas a alerté. Trop d'enfants arrivent tard, pourtant ces malformations peuvent être prises en charge si nous agissons tôt. Le spina bifida et l'hydrocéphalie représentent, au-delà de la dimension médicale, c'est un véritable défi de santé publique. Ces pathologies exigent une prise en charge multidisciplinaire, non seulement neurochirurgicale, pédiatrique, orthopédique, psychologue, rééducation, sans oublier les aspects psychosociaux, et interpellent tous les acteurs du système de la santé, depuis la prévention prénatale jusqu'à la réinsertion socio-éducative des enfants concernés. Des exposés ont été présentés sur ces différentes maladies afin de mieux les cerner. Un moment d'émotion et d'espoir a marqué cette rencontre. Professeur Sidiko Amatou Diamakoseni a procédé à la remise symbolique de 100 kits de dérivation ventriculo-péritoniale aux structures en charge de ces pathologies. Un geste vital permettant de sauver des vies. Le thème retenu cette année, à savoir accélérer l'action pour le spina bifida et l'hydrocéphalie, nous interpelle tous. Il nous invite à renforcer les efforts collectifs pour une meilleure prise en charge et une plus grande inclusion des personnes touchées par ces affections. Le spina bifida et l'hydrocéphalie sont souvent deux affections associées, la seconde étant la complication de la première à plus de 80% dans certaines formes. La ministre de la Population, de l'Action sociale et de la Solidarité nationale a insisté sur une vérité scientifique capitale grâce à l'acide folique pris avant et au tout début de la grossesse, d'où l'appel solennel lancé à toutes les femmes en âge de procréer, aux leaders communautaires pour une mobilisation massive et immédiate. La gravité du spina bifida résulte dans les lourdes séquelles qu'il entraîne. Cette malformation provoque souvent une incapacité permanente, se traduisant par la paralysie des membres inférieurs, des troubles neurologiques complexes et une incontinence urinaire et fécale qui affecte profondément la qualité de vie des enfants touchés. Le spina bifida ou l'hydrocéphalie, ces maladies ne doivent plus être une fatalité. Cette mobilisation ouvre une nouvelle étape, celle de la prévention, de la prise en charge rapide et de l'espoir retrouvé pour chaque enfant.
Suite de cette édition, les textes relatifs à l'urbanisme, à la construction et à l'habitat sont au centre d'un atelier de vulgarisation qui a ouvert ses portes ce matin à Maradi. Il s'agit au cours de cette rencontre de dégager les pistes permettant de gérer rationnellement la terre afin de garantir à chaque citoyen un habitat décent. L'ouverture officielle de cet atelier a été présidée par le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat. Le compte rendu est signé Sandana Tahi et Issouf Suleiman. Arrivé à Maradi en début de matinée, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le colonel Abdelkadri Ahmad Daouda, a été accueilli par le secrétaire général de la région, Abdelkarim Mahamadou, qui avait à ses côtés les administrateurs délégués, les directeurs régionaux et responsables des forces de défense et de sécurité. Quelques instants après, le colonel Abdelkadri Ahmad Daouda s'est rendu dans la salle de réunion du gouvernorat où il a lancé les travaux de l'atelier sur la vulgarisation des textes relatifs à l'urbanisme, à la construction et à l'habitat. Cet atelier intervient dans un contexte marqué par une urbanisation très rapide, exacerbée par une démographie galopante qui soulève d'importants défis, a souligné l'administrateur délégué de la ville de Maradi, le lieutenant-colonel Moussa Abdoulaye Garba, dans son mot de bienvenue. Ces défis ont pour nom pression foncière, lotissement non maîtrisé, spéculation, conflit d'occupation des terres et dégradation des cadres de vie, a précisé le secrétaire général Abdelkarim Mahamadou, qui a cité toute l'importance que revêt cet atelier pour la région de Maradi. Gérer avec équité, transparence et prévoyance la terre, cette précieuse ressource, afin de garantir à chaque citoyen un logement décent, est une volonté clairement affichée des autorités de la refondation, a rassuré le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat en procédant au lancement de cet atelier. C'est pourquoi le gouvernement, sous la conduite éclairée de son Excellence, le Président de la République, le général d'armée Abdourahmane Tchani, et du Premier ministre, son Excellence Ali Mohamed Lamine Zen, a engagé d'importantes réformes, dont notamment la mise en place de textes clairs et modernes pour l'urbanisme et la construction, l'élaboration de guides pratiques sur le lotissement et le permis de construire, le renforcement des mécanismes de gouvernance foncière afin de lutter contre l'anarchie et garantir l'équité dans l'accès à la terre. L'enjeu de cet atelier est donc triple. D'abord, rendre accessibles et compréhensibles ces textes aux responsables locaux et aux populations. Ensuite, outiller les collectivités territoriales pour qu'elles puissent intégrer ces règles dans leurs plans de développement communaux et dans leur politique de gestion foncière. Et enfin, présenter les mécanismes de financement et de construction de logements sociaux à travers la Banque de l'Habitat du Niger, la Caisse de dépôt et des investissements et la Société nigérienne d'urbanisme et de la construction immobilière SONICI. En effet, ces trois institutions constituent le fleuron de la politique nationale en matière d'aménagement urbain et de développement du logement au Niger. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, le colonel Abdelkadri Ahmad Daouda, a activement participé aux travaux de cet atelier en prenant part aux discussions et en apportant sa contribution dans un esprit d'échange et de partage autour des textes régissant le secteur de l'urbanisme et de l'habitat. Lancement ce matin à Niamey au Centre international de conférences Mahatma Gandhi de l'application Kuiper par le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information. L'application est conçue par des jeunes Nigériens pour simplifier le quotidien des populations avec de nombreux avantages et facilités. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence notamment de membres du CNSP et du gouvernement, résumé ici par Nana Mariam Alajmoutari et Hamid Abdoulaye. L'application Kuiper, objet de cette cérémonie de lancement, est une plateforme numérique de communication développée par des Nigériens et implémentée au Niger. Elle est conçue pour simplifier le quotidien des Nigériens en matière du numérique. Elle centralise à elle seule les services essentiels du quotidien, à savoir notamment l'actualité en temps réel, emploi et opportunités professionnelles, commerce, messagerie et services sociaux. Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Assouman Abdou Harouna, a salué cette initiative portée par des Nigériens engagés à garantir l'intégrité des systèmes numériques, la résilience face aux cybermenaces et l'indépendance technologique.
Pour le président directeur général de l'application Kuper, la plateforme digitale qui vient d'être lancée est la concrétisation d'un rêve collectif, celui d'accompagner la transformation digitale au Niger et au-delà. Aujourd'hui, c'est une page de l'histoire que nous écrivons ensemble. Nous ne lançons pas seulement une application. Nous célébrons la naissance d'une innovation 100% nigérienne, pensée, conçue et développée ici, sur notre sol, par nos compétences locales. Kuper est bien plus qu'une entreprise, c'est une mission. Notre ambition est claire, libérer le potentiel de la technologie pour chaque structure, chaque entreprise et chaque citoyen, en facilitant leur transformation numérique, en simplifiant leur quotidien et en soutenant leur croissance. Notre vision est de devenir le partenaire de référence des transformations numériques au Niger et au-delà. Nous voulons être un catalyseur de progrès, un moteur d'innovation et un symbole de confiance pour un avenir où l'excellence numérique sera la norme. Le président de la Haute Autorité de protection des données à caractère personnel, HAPDP, Hiro Adamou, et la directrice générale de l'Agence nationale pour la société de l'information, ainsi Anne Rachel, ont chacun, en ce qui le concerne, apprécié à juste titre l'application Kuper, un réseau social conçu par les Nigériens pour les Nigériens et qui bénéficie déjà de soutien de leurs institutions respectives, notamment en matière d'accompagnement pour le respect des normes de sécurité nationale, bref, à contribuer à renforcer notre souveraineté numérique. Le ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de l'Information a indiqué qu'à l'heure où le numérique façonne la puissance des États, la maîtrise des communications et des données n'est plus une option, mais une nécessité, et Kuper répond à cette exigence. L'honneur est pour moi de prendre la parole à l'occasion du lancement officiel de Kuper, une innovation conçue et développée par une équipe nigérienne très jeune, talentueuse et déterminée. Au-delà d'une nouvelle application, Kuper est le symbole d'un écosystème numérique national vivant, porté par la créativité de notre jeunesse et par la volonté du Niger de maîtriser ses outils numériques. Notre vision est claire, un Niger numérique innovant et inclusif où les talents locaux créent des solutions utiles, sûres et accessibles au service des citoyens, de l'administration et de l'économie réelle. Depuis plusieurs années, le gouvernement, à travers notre ministère, conduit une politique ambitieuse en faveur de l'innovation et des start-up locales structurées autour de 3 leviers. Le renforcement des capacités, incubation, formation, appui, recherche, développement. Un environnement propice, cadre réglementaire, protection des données, concurrence loyale. Des partenariats utiles, synergie entre secteur public, secteur privé, universités et partenaires techniques et financiers. À l'heure où le numérique façonne la puissance des nations, maîtriser nos communications et nos données n'est plus une option, c'est une nécessité. Kuper incarne cette exigence. L'application réunit des fonctionnalités modernes, messagerie sécurisée, réseau social, e-commerce, portefeuille électronique, services citoyens, module d'intelligence artificielle conçu pour nos usages, avec une exigence de confidentialité, de souveraineté et de fiabilité conforme aux normes nationales et à l'hébergement local que nous encourageons via l'ANSSI et Niger Telecom. Cette orientation garantit la sécurité, la disponibilité et la réversibilité de nos services stratégiques. Je salue chaleureusement l'équipe très jeune de Kuper pour sa persévérance, son ingéniosité et son professionnalisme. Votre parcours prouve que le génie nigérien sait transformer les besoins du terrain en solutions concrètes. Sous l'impulsion de son Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zen, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, la jeunesse et l'innovation sont au cœur de notre action. Je rappelle ici les instructions fermes du président de la République, accompagner prioritairement les jeunes porteurs de projets et d'initiatives à fort potentiel. Conformément à ces orientations, nous prenons aujourd'hui 4 engagements concrets. La direction de l'innovation et des start-up nouvellement créée au sein du ministère. Une direction créée pour l'orientation des porteurs de projets, l'assistance à la conformité,
l'appui à la recherche-développement et la mise en relation avec les administrations utilisatrices. Le fast-track réglementaire et pilote public. Il s'agit de la mise en place des voies rapides pour tester et déployer les solutions locales dans des projets pilotes de l'État afin de réduire le délai entre l'idée et l'impact. L'accès aux infrastructures nationales. Priorisation de l'hébergement souverain et de l'interopérabilité via l'ANSSI, Niger Telecom et les autres acteurs de l'État pour garantir sécurité, disponibilité et réversibilité. Accès au marché. Meilleur référencement des solutions nationales et priorisation quand c'est possible afin d'accélérer la transformation digitale de l'État et de créer de l'emploi qualifié. L'innovation n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Elle réduit notre dépendance, dynamise l'économie et renforce notre autonomie technologique. Nous poursuivons avec détermination la construction d'un environnement où la jeunesse innovatrice trouve des opportunités, des repères et des résultats. Je remercie nos partenaires, les incubateurs, les universités et l'ensemble des administrations qui s'engagent pour un numérique utile, sécurisé et souverain. Ensemble, nous faisons un pas de plus vers l'indépendance numérique du Niger. J'invite chacune et chacun à adopter, utiliser et promouvoir Kuiper. Et je convie l'équipe à présenter la solution à la semaine du numérique de Ouagadougou du 18 au 21 novembre 2025. Sur ce, je déclare officiellement lancer l'application Kuiper. Vive l'innovation numérique nationale, vive les startups nigériennes, vive le Niger numérique, vive l'AES. Je vous remercie. Cette cérémonie a été également marquée par une brève présentation de l'application Kuiper pour une découverte plus large des merveilles qu'offre désormais cette plateforme aux populations nigériennes. Le gouverneur de la région de Niamey, le général de division Asuman Abdou Harouna, n'a pas manqué de faire des propositions pour une nigérisation des systèmes de cette application pour que cette dernière, au-delà du français, puisse avoir ses déclinaisons en langue nationale. Eh bien, félicitations à ces jeunes Nigériens pour la conception de cette application dénommée Kuiper. Le pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée vient d'être installé à Difa après d'autres régions du pays. L'inauguration officielle de ce pôle est intervenue ce matin. Cette initiative vise à rapprocher la justice des réalités du terrain. Cette étape est une grande première dans l'histoire de la justice à Difa. Aliou Ibrahim et Kabir Abdou pour le compte-rendu. Une page importante de l'histoire judiciaire s'est ouverte à Difa avec la cérémonie officielle marquant la délocalisation du pôle judiciaire spécialisé en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière organisée. Cette session inaugurale a été présidée par le président du DIPOL, Manirou Maman, en présence des autorités administratives et des forces de défense et de sécurité. Dans son allocution, le président du pôle a qualifié cette initiative de tournant décisif dans l'administration de la justice, affirmant que cette délocalisation vise à rapprocher la justice des réalités sécuritaires et à renforcer la réponse judiciaire face au phénomène du terrorisme dans la région de Difa. Le pôle antiterroriste a une compétence nationale, ce qui justifie notre présence à Difa où la juridiction se transporte pour la deuxième fois, mais cette fois-ci pour la première fois avec toutes ses composantes, siège, instruction, parquet et greffe. Le procureur de la République près de ce pôle judiciaire a quant à lui rappelé les efforts constants déployés pour une justice efficace, équitable et adaptée au contexte de menaces transfrontalières. Il a souligné l'importance de la rigueur, la transparence et la célérité dans le traitement des dossiers liés à la sécurité nationale. Nous sommes là parce que face à la violence aveugle et sévère, l'État a décidé de donner une réponse par le droit, une façon de dire que l'État reste debout. La présente session prévue pour une dizaine de jours a à son rôle 45 dossiers concernant 65 prévenus
qui seront jugés en majorité pour des faits d'association des malfaiteurs en vue de perpétrer des actes terroristes, de financement des terroristes, de transport et détention illégale d'armes à feu et de munitions. Prenant la parole juste après la cérémonie, le gouverneur de la région de Difa, le général de division Mohamed Ibrahim Bagdoma, a salué cette décision qu'il qualifie de stratégique et salutaire. Selon lui, cette présence judiciaire spécialisée sur le terrain renforce la confiance des populations, améliore la coordination avec les FDS et marque un pas de plus vers la souveraineté judiciaire et la stabilité régionale. Je voudrais profiter de cette occasion pour d'abord remarquer et m'en féliciter de cette avancée, mais également transmettre toute notre gratitude et notre reconnaissance à la chancellerie pour avoir pris cette décision. Nous attendons de cette session la justice pour nos soldats, la justice pour nos populations, la justice pour notre pays. La justice, rien que la justice, est une justice équitable. Parce que la justice, c'est le fondement de la paix sociale. C'est une étape. La prochaine, certainement, sera de nous créer notre chambre ici, au sein du tribunal de grande instance de Difa. Cette délocalisation vient concrétiser la volonté du gouvernement de la refondation d'adapter les institutions judiciaires aux réalités sécuritaires du pays, avec une approche de proximité au service du justiciable. L'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP a organisé ce matin à Niamey une réunion de coordination des fréquences aux frontières des forces de défense et de sécurité des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. La réunion a pour, entre autres objectifs, d'harmoniser les plans de fréquences militaires aux frontières afin de prévenir les brouillages. Le point avec Rachida Sendjouri et Ousmane Konaté. À travers cette réunion de coordination des fréquences aux frontières des forces de défense et de sécurité du Niger, du Mali et du Burkina Faso, l'autorité de régulation des communications électroniques et de la poste ARCEP entend traduire la volonté politique et stratégique des trois chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel en mécanismes techniques et opérationnels concrets. C'est en ce sens que les réflexions de cette rencontre doivent permettre une amélioration tangible de l'environnement opérationnel des FDS de l'AES. Les objectifs de cette réunion sont clairs et d'une importance stratégique. Harmoniser nos plans de fréquences militaires aux frontières afin de prévenir les brouillages et garantir des communications fluides et sécurisées lors d'opérations conjointes ou coordonnées. Renforcer la coordination, la coopération sécuritaire et la surveillance de nos territoires, car une gestion intelligente du SPEC contribue directement à la défense commune et à la stabilité de nos nations. Protéger nos systèmes de communication stratégiques contre les interférences en identifiant les vulnérabilités, en développant des mécanismes robustes de migration et en garantissant la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité de nos liaisons critiques. Ces défis ne connaissent pas de frontières et leurs solutions ne sauraient être isolées. Elles doivent être communes, partagées et solidaires. Avec une communication opérationnelle, un multiplicateur de puissance et un instrument de souveraineté technologique que représente le spectre radioélectrique, l'intégrité territoriale des pays de l'AES sera assurément renforcée. Le directeur général de l'Office du baccalauréat des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX a animé un point de presse ce matin à Niamey. Cette rencontre consacre le lancement officiel des préinscriptions aux examens du baccalauréat et du brevet de technicien supérieur BTS d'État pour l'année 2026. Le point avec Ramato Adam Khali et Habib Abdraman. Il s'agit à travers ce point de presse animé par le directeur général de l'Office du baccalauréat, des équivalences et des examens et concours du supérieur OBEX d'informer le public de l'ouverture des préinscriptions en ligne pour
pour les examens du baccalauréat et du brevet de technicien supérieur BTS d'État de l'année 2026. En effet, depuis quelques années, l'OBEX a mis en place une plateforme digitale permettant aux candidats de s'inscrire ou de déposer leur dossier en ligne, marquant ainsi la fin de la méthode d'inscription manuelle sur papier. Pour plus de transparence et de crédibilité, des innovations sont prévues pour cette année. Nous voulons vraiment un peu aller dans le sens de la digitalisation dans son sens, c'est-à-dire zéro papier. Donc il y a l'implémentation des diplômes BAC et BTS. Il y a une autre innovation, l'implémentation de la liste des salles des candidats. Avant, on télécharge le fichier Excel, on partage aux agents, on construit en fonction de normes les salles des classes. Mais maintenant, nous allons implémenter ça, nous sommes en train d'implémenter ça en ligne directement sur la plateforme. C'est-à-dire un président de jury, quand il y a un changement, par exemple, d'un candidat, automatiquement, la liste des salles va se mettre à jour. Nous avons eu à faire des spots publicitaires pour le BAC et pour le BTS aussi. C'est là, en fait, nous avons constaté qu'au moment où nous partons à la sensibilisation physique, nous pouvons avoir accès aux élèves, nous pouvons avoir accès aux enseignants. Mais c'est difficile pour nous d'avoir accès aux parents d'élèves. Et avec ces spots publicitaires, cela permettrait vraiment d'atteindre toutes les cibles. Le directeur général de l'OBEX a assuré les candidats de la disponibilité constante de son service technique durant tout le processus. Nous demandons aux candidats et aux chefs d'établissement de faire preuve d'une grande vigilance afin d'assurer l'exactitude des dossiers de préinscription et la bonne gestion du processus. En vérifiant d'abord scrupuleusement les informations contenues dans les quitus afin d'éviter toute erreur ou anomalie, en transmettant progressivement les dossiers des candidats préinscrits pour la validation finale de l'inscription et en respectant strictement le délai fixé pour la préinscription et le dépôt des dossiers physiques. Le directeur général de l'OBEX a par ailleurs lancé un appel aux commissions d'élaboration de sujets d'effectuer un travail rigoureux tout en respectant les programmes en vigueur mis à leur disposition. Notons que les préinscriptions en ligne seront ouvertes jusqu'au 31 décembre 2025 à minuit pour le BAC et le 28 février 2026 à minuit pour le BTS d'État. Et puis le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie continue d'être alimenté par les bonnes volontés. Ce matin, plusieurs contributions ont été enregistrées par le comité de gestion du dit fonds. Le résumé avec Farida Yahouza Sadissou et Hassan Moussa. La première contribution au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie de ce jour provient de la compagnie téléphonique Move Africa, 35 307 800 francs pour le prélèvement du mois de septembre, suivi de celle de l'autorité de régulation de la commande publique ARCOP, 45 420 814 francs CFA. Nous sommes là aujourd'hui au nom de Move Africa pour vous présenter la contribution de nos abonnés sur la contribution des différents de nos abonnés sur les forfaits Internet et voix qui s'élève à 35 307 800 francs du mois de septembre 2025, Inch'Allah. Je suis représentant le directeur général, M. Ali Mamadou Maïga, absent, est venu apporter sa contribution pour le mois de septembre 2025 qui s'élève à 45 420 814 francs CFA. Et cette contribution vient compléter les contributions des autres mois précédents et conformément à l'ordonnance qui institue les 10% sur la part des redevances de régulation. À cela s'ajoute la contribution de la commune rurale d'Abalak Flingué, 2 800 000 francs, celle de la commune rurale de Sanam Flingué, 600 000 francs. Nous sommes venus donc pour apporter notre contribution au Fonds de solidarité et au nom de la commune rurale d'Abala qui s'élève à 2 800 000 francs CFA. Suite à l'appel lancé par le général d'armée, son Excellence Abdourahmane Tchani, à l'endroit de la population nigérienne pour que chacun
puisse apporter sa contribution minime soit-elle. Nous sommes venus pour transmettre, pour remettre la modeste contribution donc, de la population de Sanam. C'est une modeste contribution de 600 000 francs CFA. Pour nous, c'est le geste qui compte, c'est symbolique. Nous réitérons donc notre remerciement à toute la population vraiment qui a contribué et à tous ceux qui n'ont pas pu contribuer vraiment pour qu'ils viennent répondre à ce vraiment appel du chef de l'État pour que notre pays vraiment retrouve sa paix. S'en sont suivies les contributions de l'agence Silva Voyage, 300 000 francs, du personnel de l'agence Silva Voyage, 15 000 francs. Nous exprimons notre attachement à notre pays et sa stabilité, sa sécurité, sa souveraineté aussi, et le courage des fils et filles qui œuvrent chaque jour pour la défense de la nation. Nous avons aussi apporté 15 000 francs pour la contribution annuelle des 100 francs comme notre président, le général d'armée l'a demandé à Abdraman Chani, du personnel de l'agence Silva Voyage. La population déplacée de Petelko-le-Tera, 35 000 francs, et enfin de la Fada Odata, 800 francs. Partons à Maradi avec une rencontre de sensibilisation qui a regroupé le gouverneur de la dite région et les populations de Guidan-Rumji, Agué et Tessawa. Il s'est agi pour le contrôleur général de police Issouf Maman de rappeler à ces populations la nécessité pour tous les citoyens de rester unis, solidaires et engagés autour des idéaux de paix, de sécurité et de développement durable. Il a également invité les citoyens à accomplir le geste patriotique prôné par le président de la République lors de sa récente mission à Tillabéri. Le point avec Aminat Ali Hassan et Nafi Alaj. Le gouverneur de la région de Maradi, le contrôleur général de police Issouf Maman, a échangé et sensibilisé les populations des départements de Guidan-Rumji, Agué et Tessawa à renforcer la mobilisation citoyenne en faveur de la paix, la sécurité, le patriotisme et la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Au cours de ces rencontres avec les populations et les autorités locales, le gouverneur a insisté sur l'importance de l'unité nationale, de la cohésion sociale et de l'engagement citoyen. Il a également invité les habitants à répondre massivement à l'appel à mobilisation au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP, lancé par le président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, le 4 octobre dernier à Tillabéri. Les communautés ont accueilli favorablement cette initiative, exprimant leur volonté de participer activement à la refondation du pays. Dans un élan de patriotisme exemplaire, la population d'Agué a adhéré massivement à cet appel du président avec la somme de 113 126 francs et 1000 lira. Cette mission illustre la détermination des autorités régionales à impliquer chaque citoyen dans la construction d'une société plus stable, prospère et solidaire. Adosso également, une collecte de fonds au profit du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a débuté ce matin dans la dite région. Elle fait suite à l'appel lancé récemment depuis Tillabéri par le président de la République, chef de l'État. La cérémonie de lancement officiel de cette collecte de fonds a été présidée par le gouverneur de la région, le colonel-major Bana Ibrahim. Le point avec Manu Alaï Sido et Haris Sugarba. Il vous souviendra que lors de son séjour dans la région de Tillabéri, le président de la République, chef de l'État, son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, avait lancé un appel en direction de l'ensemble des populations nigériennes afin que chaque Nigérien contribue au minimum 100 francs par mois au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie pour garantir à notre pays sa souveraineté et son indépendance totale. Donc c'est pour répondre à cet appel que le gouverneur de la région de Dosso a officiellement lancé la collecte de ce fonds au niveau de son entité administrative. Il a été demandé individuellement au moins 100 francs par mois soient cotisés. Ça ne veut pas dire que c'est 100 francs qu'il faut mettre de l'urne. On a dit, même si c'est 100 francs par mois, il faut faire la cotisation. Ce qui veut dire que vous pouvez faire cette cotisation en fonction de vos capacités. Déjà, au niveau des différents départements, j'ai envoyé un message à tous les préfets pour qu'à leur niveau, ils procèdent au lancement de cette cotisation. Vous savez, on ne peut pas avoir sa souveraineté sans sacrifice. Et dans cette collecte, je souhaiterais que la région de Dosso
soit en tête de peloton. Ensuite, le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, a lancé personnellement cette collecte en mettant sa contribution individuelle avant d'être emboîté par les autres responsables et populations ayant pris part à cette cérémonie, comme le conseiller consultatif pour la refondation Elhaji Mohamed Saleh Sorka, qui a versé une contribution de 10 ans au nom du sultan de Dosso, et les femmes battantes de la ville de Dosso qui ont donné 100 000 francs CFA pour ce mois en cours, et celles du village de Agali qui ont aussi contribué à hauteur de 35 000 francs CFA. Pour l'administrateur délégué de la commune urbaine de Dosso, Ibrahim Moussa Kouré, d'ores et déjà un plan communal de collecte de ce fonds a été mis en place par son entité administrative. Ensuite, la parole fut donnée aux participants qui ont réaffirmé leur engagement à s'investir pleinement pour l'atteinte de la souveraineté totale de notre pays. Alors, nous sommes toujours à Dosso cette fois-ci avec une réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité de la région qui s'est tenue ce matin sous la présidence du gouverneur de la dite région. La sécurisation du site maraîcher de Bossadjé était le principal sujet à l'ordre du jour de ce Conseil. Nous retrouvons Man Alaï Sido et Haris Garba pour le compte-rendu. Cette réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité présidée ce lundi par le gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, rentre dans la suite logique de la rencontre qu'a initiée le ministère de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire qui s'est tenue ici même à Dosso sous la présidence du secrétaire général du dit ministère, le commissaire général de police Ayouba Abdraman. Cette réunion avait pour seul objectif de sécuriser le site agricole de Bossadjé dans la commune urbaine de Birningaure, département de Boboï. En rappel, au cours de cette rencontre, le secrétaire général du ministère de l'Intérieur a rassuré l'ensemble des acteurs que toutes les dispositions seront prises par l'État pour garantir la sécurité de ce site stratégique pour notre pays. Ainsi, cette réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité rentre dans la même logique car elle vise à asseoir des mesures idoines pour la parfaite sécurisation de ce site afin que les activités reprennent une fois de bon et pour qu'elles puissent se poursuivre dans la paix et la quiétude sociale à la grande satisfaction des populations bénéficiaires. Au cours de cette réunion extraordinaire du Conseil régional de sécurité, les membres du dit Conseil ont mis en place des stratégies adéquates pour une meilleure sécurisation de ce site. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour le colonel-major Bana Alassane de saluer l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité pour leurs multiples efforts qu'elles déploient tous les jours dans le cadre de la défense de l'intégrité territoriale avant de demander aux populations de son entité administrative à collaborer afin que notre pays triomphe sur les forces du mal. Et puis en réponse à l'appel des autorités de la refondation, les populations de Gaoura, département de Taketa, région de Zander, ont organisé hier une séance de prière collective. Il s'agissait aussi pour ces populations d'apporter leur soutien aux actions menées par les plus hautes autorités nigériennes. Cette rencontre religieuse a été organisée en collaboration avec le conseil spécial du président de la République, Elhaji Mohamed Souley dit Mpeti. Le point avec Kassou Moutari et Laoulou Seni. Autorités administratives, coutumières, bref, toute la population de Gaouna, commune rurale de Dakusa, c'est dans le département de Taketa, était réunie hier pour donner un cachet particulier à cette rencontre religieuse initiée pour la paix et la sécurité en faveur de notre cher pays. Ainsi, au cours de ces prières collectives, séance de lecture du Saint-Coran et de Al-Qunut, les participants ont imploré le Tout-Puissant Allah afin qu'il protège le peuple nigérien et ses dirigeants sous la conduite du président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani, et du Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, Ali Mohamed Lamine Zen. Prenant la parole pour la circonstance, le conseiller spécial du président de la République, chef de l'État, Elhaji Mohamed Souley dit Mpeti, a salué de vive voix la détermination du président de la République à revaloriser ce que nous avons de plus fort et de plus authentique, à savoir nos langues nationales, pour preuve ses interventions sur les médias et récemment lors de ses missions terrain à Zander et à Tillabéri. Mohamed Souley dit Mpeti a salué également l'action salvatrice du 26 juillet 2023 qui a permis la restauration et la consolidation de la souveraineté du Niger sur ses ressources minières et pétrolières. Il s'est dit convaincu qu'il est de notre responsabilité en tant que Nigériens de préserver le dialogue, de désamorcer les tensions et de rétablir une relation apaisée, mutuellement bénéfique pour le Niger. Auparavant, le chef de canton de Dakusa, Amadou Idi Barma,
le secrétaire général de la commune, Hamidou Abou, l'imam Malan Amadou de la grande mosquée de cette localité, Aboubakar Issoufou du comité de soutien Carrière Kassa et Ousmane Mahamada Kassoum, un des organisateurs de cette activité, ont tour à tour pris la parole pour donner des détails sur l'importance de ce doua pour notre cher pays. La date du 20 octobre 2011 reste à jamais gravée dans la mémoire collective africaine. Pour cause, elle commémore l'assassinat du guide de la révolution libyenne par l'impérialisme occidental avec la complicité d'ennemis internes. 14 ans après, notre reporter Loli Moutari Menassara revient sur le combat panafricain livré par le colonel Kadhafi ainsi que sur les conditions dans lesquelles les puissances impérialistes l'ont combattu jusqu'à son dernier souffle. Suivez plutôt. Dans les annales de l'histoire africaine, il y a des noms gravés en lettres d'or. De ces noms, Muammar el-Kadhafi, un nom, un leader, une personnalité. Le cœur de Muammar Kadhafi, guide de la révolution libyenne, ne pompait pas que du sang. Il était irrigué par un profond panafricanisme et un désir ardent de bâtir les États-Unis d'Afrique. ليش نتركها؟ والقوة تساند الشعب الليبي. إذا وصلت الأمور إلى حد استخدام القوة سنستخدمها وفقا للقانون الدولي ووفقا للدستور الليبي والقوانين الليبية. Les ambitions du guide de la révolution étaient soutenues par une vision claire traduite dans son ouvrage Le Livre Vert, mais aussi par des actions politiques et diplomatiques fortes. L'axe Niamey-Tripoli connaissait une de ses santés les plus exceptionnelles, comme les relations avec les autres pays africains. Militaire et homme d'État libyen, il prend le pouvoir en 1969 et transforme la République arabe libyenne en une grande jamahiria arabe populaire et socialiste gouvernée par le peuple lui-même, car basée sur la démocratie directe. Il était caractérisé par un rare franc-parler et à chaque fois, ses propos virulents étaient teintés d'une bonne dose de vérité et de sincérité, n'en déplaise aux puissances impérialistes. حتى الشيطان ما يعمل هذا. رجال أسرى حرب يتم اغتصابهم في سجن بوغريب في دولة عضو في الأمم المتحدة وتقوم بهذا دولة صاحبة مقعد دائم في الأمم المتحدة في مجلس الأمن. أي مجلس الأمن هذا؟ Malheureusement, ses ambitions pour une Afrique libre et indépendante vont lui coûter sa vie. L'impérialisme, toujours aux aguets, va préparer un grand complot de déstabilisation en montant et soutenant une rébellion armée contre le régime du guide de la révolution libyenne. Un agent secret sort de l'ombre et pas n'importe lequel. Jean-François L'Huillier, ex-espion numéro 1 des services français en Libye. Il était en poste pour la DGSE à Tripoli lors du printemps arabe, précédant la chute du colonel Kadhafi. Sa mission ultra secrète est alors très claire. C'est une mission que l'Élysée a donnée à la DGSE, faire défection à des personnalités libyennes qu'on pourrait retourner contre Kadhafi. La France, qui a pourtant reçu auparavant en grande pompe le dictateur libyen, veut désormais sa chute. Dans ce contexte, notre espion, l'homme de Tripoli, s'est fixé un objectif: fragiliser Kadhafi en obtenant par exemple la fuite de son ministre des Affaires étrangères. Vous poussez les gens à trahir leur pays, en fin de compte. Pas seulement leur pays, mais aussi leurs convictions. Moussa Koussa fera bel et bien défection et trouvera asile en Angleterre. Entre-temps, l'intervention militaire emmenée par la France et la Grande-Bretagne a porté un coup fatal aux troupes de Kadhafi. Les rebelles galvanisés sont aux portes du pouvoir. Jean-François L'Huillier avait aussi pour mission de les approcher et surtout de les aider. Eux nous désignaient, voilà, à tel endroit,
il y a telle unité de Kadhafi qui est implantée, qui nous envoie des missiles régulièrement sur nos villages, faites quelque chose pour nous. Donc moi je renvoie ça à Paris, qui envoie ou pas les avions de l'OTAN. Après ça m'échappe, hein, évidemment. J'appuie pas sur un bouton et que les avions arrivent. Ça, c'est dans les films, malheureusement. Les dessous de ce complot dévoilé, le reste appartient à l'histoire. Une forte mobilisation des forces de l'OTAN, organisation des traités de l'Atlantique Nord, influencée par la France, qui était déjà en parfaite complicité avec les rebelles qu'elle a recrutés, entraînés et financés pour mettre fin à la démarche souverainiste et panafricaniste entamée par le guide Kadhafi. بيت بيت دار دار زنقة زنقة فرد فرد. À la guerre, la vérité est la première victime. Nous ignorions ce que nous faisions en Libye. Pour comprendre la situation dans laquelle la Libye se trouve aujourd'hui, il faut évidemment revenir à 2011. Il est devenu clair que nous devions intervenir militairement. Nous avons commencé à y travailler au sein du ministère de la Défense pour savoir de quelle manière procéder et comment trouver le plus d'alliés possible. Assassiné le 20 octobre 2011, soit 14 ans exactement, c'est un autre digne et valeureux fils de l'Afrique que l'impérialisme français et les puissances du même acabit ont arraché à l'affection de tous les Africains par une agression militaire basée sur le mensonge. Tout le récit qui a conduit les États-Unis, la France et le Royaume-Uni à attaquer la Libye était un mensonge. La frappe des États-Unis le 20 mars 2011 avait pour objectif de détruire la défense aérienne libyenne afin de permettre à nos avions de voler en toute sécurité. Et les États-Unis sont les seuls à pouvoir déployer des missiles de croisière et toute une panoplie d'autres armes pour détruire un système de défense aérien. Pour rappel, c'est la déstabilisation du régime de Tripoli qui a entraîné les lourdes conséquences subies jusqu'aujourd'hui par les peuples du Sahel. L'Occident a utilisé les armes, les rebelles et la même stratégie contre ces pays, c'est-à-dire le même modus operandi qui consiste à recruter, former, droguer et financer les terroristes pour faire le sale boulot. Merci à toi, Lolo Moutarimi Nassara, pour ce dossier. Le directeur général adjoint de l'agence de Hajj de la Oumra Hambali Voyage a animé un point de presse ce matin au siège de la dite agence. Il s'est agi pour lui de faire le point de l'organisation du Hajj et de la Oumra 2025-2026. Le point avec Jamila Amadou et Amadou Bourema. De prime abord, le directeur général adjoint de l'agence de voyage pour le Hajj et la Oumra, Hambali Voyage, a fait un bilan exhaustif des différentes activités menées par la dite agence depuis le lancement par le commissariat à l'organisation du Hajj et de la Oumra Kouho des activités du Hajj 2026. La première activité, c'est la Oumra décembre. Oumra décembre qui aura lieu du 18 décembre au 2 janvier 2026. Alors, nous invitons nos pèlerins, ceux qui ne sont pas encore venus retirer les kits, puisque nous sommes en train de distribuer les kits pour pouvoir se préparer. Là aussi, nous continuons les inscriptions. Pour d'ici 18 décembre, nos inscriptions se poursuivent. Nous aurons la Oumra Ramadan en février 2026. Là aussi, les inscriptions se déroulent normalement et elles se poursuivent pour les futurs candidats. Là aussi, c'est pour 2 semaines. Forte de son expérience de plusieurs décennies dans le domaine du Hajj et de la Oumra, Hambali Voyage veut offrir davantage, cette année encore, un cadre idéal à ses pèlerins au moment des rites. Mais cela ne peut se faire sans l'investissement et l'engagement de ses clients qui doivent relever le défi des préparatifs du voyage. Donc après la Oumra Ramadan, nous aurons la grande activité, le Hajj 2026. Le Hajj 2026, c'est en mai 2026
Inch'Allah. Alors là aussi, nous continuons à demander à nos pèlerins. Ce sur quoi nous allons insister, c'est les passeports. Certains se sont inscrits, ils ont versé, mais ils n'ont pas amené de passeport. Et comme nous l'avons dit à certaines occasions, on ne peut pas voyager, on ne peut pas faire le Hajj quand on n'a pas le passeport. Donc nous attirons l'attention de nos clients pour qu'ils fassent diligence pour nous amener leur passeport. Surtout que nous avons commencé déjà les inscriptions. Vous savez très bien que sur la base des instructions officielles, les inscriptions doivent se terminer dans 40 jours, c'est-à-dire le 30 novembre 2025. Ambali Voyage fait partie des leaders en matière du Hajj et de la Umrah au Niger. C'est pour cette raison qu'elle s'attelle comme de coutume à bien remplir sa mission de suivi, d'encadrement et de prise en charge de ses clients avant, pendant et après le voyage au lieu saint de l'islam. Nous sommes lundi et comme vous le savez, chaque lundi, il est consacré à la page des sports. Et aujourd'hui, je reçois sur ce plateau Hassoumi Abdoulaye pour nous parler de l'actualité sportive. Hassoumi, bonsoir. Bonsoir. C'est un plaisir de te retrouver sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Eh bien, une actualité largement consacrée au football avec le lancement à Dosso de la Super League édition 2025-2026. Hassoumi. Oui, effectivement, c'est le stade régional de Dosso qui a servi de cadre au lancement officiel de la Super League 2025-2026 en présence du gouverneur de la région de Dosso, le colonel-major Bana Alassane, le président de la Fédération nigérienne de football, Issa Kadamou, le président d'honneur de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Mahamidou Dipele, les membres du comité exécutif de la FENIFOOT et les nombreux supporters des deux camps. Le match d'ouverture a opposé Tagour, Provincial Club de Dosso en blanc qui revient dans l'élite et qui a battu l'université sur le score de 1-0. Ce qu'il faut dire aussi, et il y a eu d'autres matchs sur d'autres terrains, notamment à Niamey, l'AS Police qui a été battu par l'association sportive de la Garde nationale 1-0, l'AS Fan qui bat l'AS Douane 2-0, l'Urana FC qui a été surpris à domicile à Arlit par l'Union sportive de la Gendarmerie nationale 1-0, l'Espoir FC à Zender se défait de la JST 1-0, le Sahel Sporting Club bat la Renaissance Club de Bukoki 2-0, le Liberté Football Club bat l'Olympique 2-1 et enfin tout de suite, donc au stade municipal, l'AS ZAM a été battu par l'AS Nigelec sur le score de 3-1. Nous allons suivre le président de la Fédération nigérienne de football qui, depuis donc à Dosso, nous a dit les objectifs assignés donc au lancement de cette campagne 2025-2026 dans la région de Dosso. Nous avons choisi d'abord d'innover. Et nous avons choisi de faire le lancement officiel à Dosso. Ce n'est pas anodin. Comme vous le savez, Dosso vient d'avoir une équipe qui vient d'intégrer la Super League, Tagour. Mais c'est un message pour qu'on puisse dire aux populations de Dosso, aux autorités de Dosso, qu'il faut qu'ils vivent le football comme dans toutes les autres régions. Et on a eu la chance de causer, d'être dans le même salon avec ces autorités. On a vraiment fait le plaidoyer pour qu'ils puissent accompagner l'équipe. Et c'est ce qu'on va faire dans toutes les régions. On a prévu une mission spécialement pour ça, pour attirer l'attention des autorités à accompagner les clubs. Et en particulier les clubs qui sont déjà au niveau de l'élite. Je n'ai pas dit que ça soit eux seuls qu'il faut aller, mais ils sont à un certain niveau. Il faut tout faire pour qu'ils ne descendent pas, pour que la région soit toujours représentée à l'élite du football. Donc ce message, c'est pour faire vivre le football à Dosso. Et je suis content de voir que la population, les enfants ont répondu présent. C'est ça l'objectif pour qu'on fasse parler de la FENIFOOT, qu'on fasse parler de la Super League et qu'on fasse parler du football de manière générale et pour que les populations puissent avoir cet engouement-là autour de ce football-là. C'est ça qui va nous permettre vraiment de le développer à tous les niveaux. Hassoumi, au classement FIFA du mois d'octobre 2025, le Niger gagne 9 places.
Oui, c'était dû aux deux dernières victoires du Niger, du MENA national en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026 face au Diable Rouge du Congo 3-1 et face au Chipolo-Polos de la Zambie 1-0. Deux matchs qui ont permis au Niger de glaner 9 points de plus parce que le Niger au classement précédent était 117e. Aujourd'hui, donc, le Niger est 108e. Et donc, c'est avec d'ailleurs 1187 points. Le classement est dominé par l'Espagne qui reprend donc la première place avec 1880 points. Le premier pays africain, c'est le Maroc qui pointe à la 12e place avec 1710 points. Et le classement FIFA, c'est important parce que tout simplement, ça permet à l'équipe, en cas de double confrontation, de recevoir ton match retour à domicile. Et c'est important quand on sait qu'en double confrontation, le but extérieur, et surtout en Afrique, n'est pas encore d'actualité. Ça permet aussi de rentrer dans les pots, en cas, l'un des meilleurs pots, dans les pots d'en haut, en cas de tirage au sort. Ce qui fait que vous pouvez éviter naturellement les équipes de tête, les équipes fortes. Et aussi, ça permet tout simplement de ne pas jouer les préliminaires en cas de compétition africaine. Par exemple, au niveau des qualifications de la CAN, le Niger va passer directement au second tour et ne va pas jouer les préliminaires. Donc c'est pour cela que le classement FIFA est important et c'est toujours bon aussi de finir parmi les meilleurs. C'est une belle avancée quand même. Voilà. Eh bien, les internationaux nigériens ont connu des fortunes diverses dans leurs championnats respectifs. Oui, vous savez, aujourd'hui, le Niger compte beaucoup d'internationaux. Avant, il se comptait au bout des doigts. Aujourd'hui, le footballeur nigérien s'exporte. Et c'est d'ailleurs ce qui fait la force du MENA. Parce que quand vous êtes dans des clubs, en tout cas de bonne facture, des clubs qui sont forts à l'étranger, le niveau de jeu monte et donc ça se répercute sur votre équipe nationale parce que vous aurez des joueurs qui sont bons. Eh bien, le Niger a un joueur qui s'appelle Rahim Alassane Bonkanou qui joue la Liga en Espagne. Et c'est le deuxième meilleur championnat du monde. Il a joué avec son club, c'est le Real Oviedo. Ils ont perdu 2-0 en Russie. Omar Sako, le défenseur central, avec son club, le FC Rostov, a concédé donc un match nul face au Spartak de Moscou. Il a joué 90 minutes en Serbie. Mustafa Amadou Sabo aussi a joué 90 minutes avec son club Diavor Ivanka. Ils ont gagné 3-2 et Sabo a joué tout le match. En Lituanie, son grand frère Amadou Sabo, Di Lepel aussi a joué 35 minutes avec son club Sudouva. Ils ont fait 0-0 face à Telstar. Toujours c'est en première division de ces pays. Au Kazakhstan, Daniel Sosa est buteur avec son club, le FC Aktob. Mais le club a été défait par Astana, qui est le meilleur club du Kazakhstan. En Tunisie, Ridouane Hassan et Abdrahman Mohamed ont joué tous 90 minutes avec l'AS Gabes. Ils ont fait match nul aussi avec Girondine. Voilà donc ce qu'on peut dire pour le moment de ces joueurs. Il faut dire que de plus en plus, on a beaucoup de joueurs aujourd'hui à l'étranger, notamment en Irak où on a au moins 6 joueurs dans ce pays, dont le capitaine Youssouf Oumar Alio Dibali. Eh bien, on ne peut que leur souhaiter bonne chance à nos internationaux. Assumi, les lionceaux de l'Atlas du Maroc montent sur le toit du monde. Oui, c'était pour la finale de la Coupe du Monde des moins de 20 ans. Pour la première fois, le Maroc est champion du monde des moins de 20 ans. Le Maroc succède est le deuxième pays africain qui remporte ce prestigieux trophée après le Ghana en 2009. Il faut souligner que la Coupe du monde des moins de 20 ans s'est déroulée au Chili du 27 septembre au 20 octobre. Donc la finale s'est jouée à minuit et ça a regroupé 32 pays. Donc 4 pays africains. Donc les 4 pays, c'est le Nigeria, l'Afrique du Sud, le Maroc et bien sûr l'autre pays qui n'est pas... Donc, voilà, 3 pays, l'Égypte, voilà, et l'Égypte, ce sont les 4 pays. Il faut quand même souligner que le Maroc, là où la victoire est belle, Karim, le Maroc a battu les États-Unis, le Brésil, l'Espagne, la France et l'Argentine en finale. Donc ce qui fait que le Maroc, le football va bien. Il était demi-finaliste au dernier mondial. Maroc, vainqueur de la Coupe d'Afrique des moins de 17 ans. Maroc, vainqueur de la Coupe d'Afrique des moins de 23 ans. Maroc, médaillé de bronze aux Jeux olympiques. Donc c'est un football qui va bien et qui vient de se qualifier aussi au Mondial 2026. Une belle victoire avec des beaux buts, Assumi. Effectivement. Assumi, c'est la fin de notre page des sports.
C'est toujours un plaisir pour moi de te recevoir sur ce plateau. Merci quand même pour toutes ces précisions. Je vous rappelle que les téléspectateurs pourront te retrouver à partir peut-être de 23h dans ton émission 100% foot. Il y aura pas mal d'informations et beaucoup plus de détails. Voilà. En partie magazine, le journal de l'Alliance des États du Sahel, AES, les activités officielles et le reportage du Mali et du Burkina Faso avec nos confrères de la Confédération de l'AES sous la supervision de Abdoulaye Coulibaly et avec les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont permis de vous dire tout sur toutes ces questions. Nous vous souhaitons une excellente soirée en compagnie de nos programmes. Au revoir. Ce matin, à la présidence du Faso, une délégation de panafricanistes venus de 22 pays. Ces femmes et hommes engagés pour une Afrique souveraine sont en séjour à Ouagadougou, dans le cadre de la rencontre internationale Carrefour africain Thomas Sankara. Leur détermination, ils le réaffirment dans un manifeste, dit manifeste pour un nouveau panafricanisme, remis au président du Faso, et explication de la condition de l'Afrique à l'appui. Camarade président du Faso, vous savez comme nous que notre mère Afrique est le théâtre d'une guerre à mort entre deux camps. Le camp de celles et ceux qui ont choisi le néocolonialisme, qui ont choisi d'être le suppôt de l'impérialisme, qui acceptent que nos pays ne soient rien d'autre sur la planète Terre que des réservoirs de matières premières et des marchés pour les produits finis du centre du système capitaliste, est notre camp, votre camp, le camp que vous avez choisi, le camp que vous dirigez de manière fort admirable, cher camarade président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré. Le chef de l'État de renchérir face à un ordre mondial fait de deux camps. La neutralité n'a plus de place. Il y a les oppresseurs, il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. La preuve, ils sont nombreux à venir d'autres continents pour appuyer, pour nous aider dans ce combat. Parce que toute personne qui aspire, tous les peuples qui aspirent à cette liberté, à ce développement, à cette harmonie, à cette union que nous voulons entre les peuples du monde, sont unis par les liens de la révolution. Voilà pourquoi il n'y a pas de barrière et un révolutionnaire aime les peuples. Partout où il y a l'oppression, partout où il y a des peuples qui sont dominés par d'autres individus, les révolutionnaires doivent pouvoir donner de la voix. Quant à la démocratie, le capitaine Ibrahim Traoré est sans détour. La démocratie s'est développée. Elle a atteint son apogée. Et aujourd'hui, elle est en déclin. L'Afrique doit désormais fabriquer son modèle de gestion de la cité, propre à elle. Cela passe par l'éveil des consciences. Et c'est là où le chef de l'État attend ces défenseurs de la cause de l'Afrique. Qui aujourd'hui plus que vous pour passer ce message au monde entier? Qui aujourd'hui plus que vous pour éveiller les consciences? Comme je l'ai dit, tout commence par là. Si la jeunesse ne connaît pas son histoire, la jeunesse ne comprend pas le monde d'aujourd'hui, ne comprend rien de la géopolitique. Vous avez beau tourner ciel et terre, ils ne pourront jamais comprendre la démarche de la révolution. Il va de soi qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres
Tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirer, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Mais il faut que le message passe. La conviction du président du Faso est établie, je cite, « Aujourd'hui pour l'Afrique, la révolution est le seul chemin qui puisse permettre de se développer. Je ne vois pas une autre méthode qui puisse résister aux manœuvres de l'impérialisme et de ses valets locaux sur place. » Fin de citation. La nuit des longs polos 2025, unir les talents, célébrer la culture, renforcer la cohésion sociale. Son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. C'est un avant-goût des deux grands événements culturels que la délégation burkinabé est venue partager à Bamako. Face aux médias maliens, les organisateurs de la nuit du long polo et de la philo ont levé le voile sur le programme, les ambitions et les valeurs portées par ces manifestations. Une conférence de presse qui sonne comme un appel à la mobilisation des artistes, écrivains et partenaires des deux pays. La nuit des longs polo, pour commencer par elle, est une cérémonie biennale de reconnaissance et de distinction des acteurs, des professionnels et des structures œuvrant dans le domaine des arts dramatiques, notamment le théâtre, le conte, l'humour, le cirque et les marionnettes. L'édition 2025 se déroula en 3 grandes phases. Cette année, 27 prix seront décernés, soit 14 prix collectifs et 13 prix individuels. Et abordant à présent la Foire internationale du livre de Ouagadougou, en abrégé Philo, je dirais qu'elle célèbre les différents maillons de la chaîne du livre. Instituée en 2000 par le gouvernement burkinabé sur impulsion du ministère en charge de la culture, la Philo est à sa 18e édition. Elle a été créée dans le but de promouvoir le livre, la lecture publique et l'industrie éditoriale nationale. Cette dynamique culturelle s'inscrit pleinement dans une volonté politique de renforcer la diplomatie culturelle dans l'espace AIS. C'est la diplomatie culturelle qui est en marche dans l'espace AES. Lorsque un pays frère comme le Burkina Faso confie le parrainage, n'est-ce pas, de cet événement-là, qui est la récompense des meilleurs de l'art visuel, comme le théâtre, comme les marionnettes, c'est un honneur pour le Mali. C'est un signal très fort, un signal de solidarité et d'intégration d'un pays à l'endroit d'un autre, qui appartiennent tous deux à l'espace AES. On ne peut que s'en féliciter et se réjouir. En posant leurs valises à Bamako, les organisateurs n'ont pas seulement annoncé des dates. Ils ont lancé une véritable invitation à bâtir ensemble une Afrique des idées, des talents et de la solidarité culturelle. Rendez-vous est donc pris à Ouagadougou, où la culture sera plus que jamais un trait d'union entre les peuples. La Cité du Savoir accueillera la prestigieuse caravane Al-Fadi du 21 au 22 octobre. C'est ce qui ressort de ce point de presse animé par le célèbre créateur international de mode. Placé sous le thème « Appel à la réconciliation et au vivre ensemble », l'initiative regroupe déjà plusieurs artistes nationaux et internationaux dans la ville de Tombouctou. La paix n'a pas de prix. Depuis Tombouctou, la paix dans le monde. Depuis Tombouctou, la paix au Mali et la paix définitive. Pour que tous les créateurs, non pas dans le domaine de la culture, je voulais dire encore bravo pour Monsieur le Président de la République pour la création et puis la nomination de l'année 2025, année de la culture. C'est un domaine, c'était quelque chose de magique. Le ministre de la Culture, qui est Monsieur Daffé, qui est un ami personnel. Je crois que la joie vient de tout le monde qu'on soit venu aujourd'hui ici pour que tout le monde soit là, pour que Tombouctou soit le flambeau de la paix. La paix, encore la paix et l'amour entre nous. La réconciliation nationale est chose faite. L'initiative est portée par le Conseil régional et placée sous le haut parrainage du président du Conseil économique, social et culturel, M. Yacouba Katili. Je voulais vraiment vivement remercier Al-Fadi et puis toute son équipe
ceux qui sont venus du Niger, ceux qui vont venir du Burkina, parce que c'est aussi la fête de l'AES. Il faut le reconnaître. Nous sommes un et indivisibles. Nous sommes obligés de travailler pour la réussite, pour le développement de nos 3 pays et nous allons nous battre pour que ça soit une réalité. Au programme, un défilé de mode, prestations artistiques, expositions artisanales, dégustations culinaires, distinctions aiguilles d'or et conférences débat sur l'hospitalité légendaire de Tombouctou comme levier de paix sont entre autres les activités prévues. Aimable parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. En ce lundi 20 octobre 2025, premier rendez-vous de la semaine, nous allons procéder au 484e tirage Mamaki sous la supervision de l'huissier de justice Maître Ibrahim. Place au jeu et bonne chance à tous. De cette opération de tirage, les numéros gagnants de ce lundi sont les suivants: 6, 32, 77, 47, 87. Je précise, 6, 32, 77, 47, 87. Maître, veuillez nous confirmer le résultat de ce tirage. Oui, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme vous venez de le constater, je certifie et valide le 484e tirage Mamachi de ce lundi 20 octobre 2025, tel que proclamé par la maîtresse de cérémonie. Il s'agit des numéros 6, 32, 77, 47, 87. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir.
Cette cérémonie organisée par l'Institut national de statistique consacre l'installation officielle du comité régional de recensement qui s'inscrit dans le cadre du 5e recensement général de la population et de l'habitat. Ainsi, cette activité permettra à l'État nigérien de disposer des indicateurs socio-démographiques fiables et de qualité nécessaires pour l'élaboration, la mise en œuvre et le suivi et évaluation des politiques, programmes et projets de développement durable. D'autre part, ce recensement permettra aussi de mesurer le niveau de développement économique et social du pays, d'apprécier les progrès accomplis, d'estimer les besoins et de planifier des programmes d'action ciblés, d'accompagner et éclairer la prise de décisions. Le comité régional du 5e recensement général de la population sera chargé de faciliter le bon déroulement du recensement au niveau régional. À ce titre, il aura pour mission d'appuyer le Bureau central de recensement dans la mise en œuvre de certaines activités du 5e recensement général de la population au niveau régional, notamment les activités de sensibilisation et l'exécution des activités du terrain. Je vous invite donc à œuvrer inlassablement auprès du Bureau régional du recensement pour assurer la réussite totale de cette importante opération. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier les partenaires techniques et financiers qui accompagnent le gouvernement pour la réussite de cette importante opération. Il s'agit notamment de la Banque mondiale, de l'UNFPA et de l'UNICEF. Je tiens à vous rassurer que le ministère de l'Économie et des Finances soutiendra totalement et entièrement toutes les initiatives visant la réussite de ce 5e RGPH du Niger. Le gouverneur de la région de Difa a en outre demandé à l'ensemble des membres de ce comité régional à s'impliquer pleinement pour la réussite de ce 5e recensement général de la population et de l'habitat. La projection faite à cet effet sur les tenants et les aboutissants de cette activité a édifié les membres de ce comité sur le rôle que chacun doit jouer afin que les objectifs escomptés soient atteints. Placé sous la tutelle du ministère de l'Économie et des Finances, l'Institut national de la statistique, à travers sa direction régionale d'Ottawa, a organisé ce lundi 20 octobre la cérémonie officielle d'installation du comité régional de recensement CRR du 5e recensement général de la population et de l'habitat RGP-H. À l'entame de la cérémonie, l'administratrice déléguée de l'arrondissement communal Tawa 2, représentant l'administrateur délégué de la ville, a saisi l'occasion pour souhaiter la cordiale bienvenue aux participants et un bon séjour dans la capitale de l'ADER. Le chef de mission a, au cours de son intervention, rappelé l'importance du recensement général de la population et de l'habitat. Les données qui seront collectées au cours de ce recensement général de la population et de l'habitat sont très utiles. En effet, ces données permettent d'actualiser nos connaissances sur l'effectif de la population, ses caractéristiques socio-économiques et démographiques au niveau national, régional, communal, afin de mieux répondre aux besoins des populations et surtout d'élaborer des projets et des programmes sur la base d'informations fiables. De par son caractère spécial, à savoir recueillir des données démographiques, sociales et économiques se rapportant à tous les habitants en un temps très court, le RGP-H est une opération de grande envergure exigeant une grande organisation et des moyens humains, matériels et financiers considérables, a souligné le gouverneur de la région d'Ottawa. Ce 5e recensement permettra aussi de mesurer au niveau du développement économique et social de notre pays, d'apprécier les progrès accomplis, d'estimer les besoins et planifier les programmes d'action ciblés, d'accompagner aussi et d'éclairer la prise de décision. Les plus hautes autorités de notre pays, au premier rang desquelles le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République, chef de l'État, accordent un intérêt particulier à la statistique, qui est un outil précieux d'aide à la prise de décision. La lecture de l'arrêté et de la liste des membres du comité régional de recensement CRR par son président Yacouba Soukerajou, secrétaire général de la région d'Ottawa, suivi d'une présentation générale sur le 5e recensement général de la population et de l'habitat, ont sanctionné la fin de la cérémonie. Notre système de surveillance a arrêté des épidémies plus ou moins étendues de méningites, de rougeole et de diphtérie. Il a même été notifié
des pathologies autrefois méconnues de notre système comme la dengue. Suite à cette situation, une riposte vaccinale contre le choléra a été organisée avec l'appui technique et financier de l'OMS au niveau de certains CSI de 3 districts sanitaires de la région et villes de Zander, Myrié et Magaria. Pour le gouverneur de la région de Zander, le colonel Massala Chima Massani, qui présidait l'ouverture officielle de la présente rencontre, pour être efficace à la réponse, des activités de surveillance épidémiologique et microbiologique doivent être menées rigoureusement à tous les niveaux, ce qui permet de détecter précocement les foyers épidémiques et de mener une riposte précoce et efficace. Les objectifs recherchés sont de renforcer les mesures de prévention contre le choléra dans la région des Anders à travers l'organisation des réunions de plaidoyer, la diffusion des messages clés sur les mesures de prévention du choléra et recours précoce au service des soins en cas de suspicion. Occasion également saisie par le premier responsable de la région de Zander pour transmettre à l'ensemble des acteurs les encouragements des autorités de la refondation. Au nom de son Excellence, le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, et de son Excellence, M. Ali Mohamed Lamine Zane, Premier ministre, ministre de l'Économie et des Finances, je tiens à remercier très sincèrement tous les partenaires au développement et particulièrement l'OMS et Gavi pour les appuis financiers, matériels et techniques qui ont permis la tenue du présent atelier. Auparavant, le directeur régional de la santé publique, Dr Farouk Monzo, est intervenu pour souligner que la grande région de Zander a des défis à relever par rapport à l'épidémie de choléra. Nous avons une frontière avec le grand voisin du sud sur plus de 300 km. Et la porosité des frontières font en sorte que parfois certaines maladies sont importées sans que nous puissions intervenir à la frontière. L'autre aspect, c'est une zone de transhumance, surtout à cette période où nous constatons déjà la descente des éleveurs de certaines localités. Prennent part à cette importante rencontre de Zander le secrétaire général de la région, Bremo Moussi Mahamadou, les préfets des départements, les administrateurs délégués des communes, les cadres nationaux, régionaux et départementaux de la santé, les chefs traditionnels, les partenaires techniques et financiers et les représentants des organisations de la société civile. Dans le cadre de la mobilisation nationale autour du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, une importante réunion de sensibilisation a été organisée ce week-end à Ngourti sous la présidence du préfet du département, entre le secrétaire général de la préfecture, de l'administrateur délégué et du secrétaire général de la commune rurale de Ngourti, ainsi que de nombreux cadres techniques départementaux responsables des forces de défense et de sécurité et chefs traditionnels. Cette rencontre visait à partager le contenu du message présidentiel relatif à la contribution citoyenne pour soutenir les efforts de nouvelles autorités engagées dans le processus de refondation. Il s'agissait également de définir une stratégie locale pour assurer une collecte efficace de l'esprit de la solidarité nationale et du patriotisme. La cérémonie a été marquée par la forte mobilisation des populations, des chefs de groupement, des membres de la société civile, ainsi que de nombreux habitants de la commune rurale de Ngourti, venus manifester leur soutien indéfectible au président de la République, chef de l'État, le général d'armée Abdraman Chani. À l'issue de cette mobilisation citoyenne, une somme totale de 257 000 francs CFA a été collectée et répartie comme suit. 210 700 francs CFA, 46 500 francs tchadiens. Cette collecte saluée par tous les intervenants constitue une preuve tangible du patriotisme des populations locales, répondant avec promptitude à l'appel de son Excellence le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, qui a demandé à chaque Nigérien de contribuer symboliquement à hauteur de 100 francs au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. La collecte se poursuivra dans toutes les localités relevant de la juridiction de Ngourti, notamment au niveau de la préfecture de la mairie, dans un esprit de continuité et d'engagement collectif pour soutenir les actions de refondation du Niger. Donner son sens et sauver des vies, et la population de la commune urbaine de Tessawa l'illustre bien à travers cette mobilisation. Un geste aussi patriotique qu'humanitaire et qui vise à alimenter les banques de sang du centre hospitalier départemental. Ce lancement est celle de sauver des vies à travers le don de sang. Le manque de ce sang est permanent au niveau de nos structures de santé.